Ashrafoul Moursalin. Je voudrais en premier lieu remercier le directeur de l'école supérieure, de la présidente du congrès, de tous les membres donc, de cette école, de m'avoir donné cette opportunité de donner cette conférence donc, plénière sur un aspect peut-être différent pour vous, mais j'espère qu'on va ensemble apprécier, d'accord, cette nouvelle démarche de faire la science. Donc pour moi, c'est un peu, vous êtes peut-être aujourd'hui au courant de tous les développements qui se font dans le monde de la science. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine. Et en même temps aussi, un nouvel aspect qui est la mécanique quantique, dont le prix Nobel de physique de cette année a été attribué donc à cet aspect de la mécanique quantique. Donc vous avez deux grandes disciplines émergentes aujourd'hui qui se rencontrent, la mécanique quantique et l'intelligence artificielle. Peut-on aujourd'hui coupler ces deux grandes disciplines pour pouvoir faire émerger peut-être de nouvelles frontières de la science? La science est actuellement en crise et la science n'avance plus. Il y a beaucoup de défis à relever, vous l'avez peut-être remarqué avec cette pandémie du Covid où l'homme est incapable de trouver une solution. Ce ne sont que des solutions palliatives. Ce n'est pas des solutions radicales parce que l'imaginaire humain, la connaissance humaine aujourd'hui est incapable de trouver des solutions à des problèmes aussi importants. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir cet aspect des choses. C'est deux choses. Il y a une différence entre quand la mécanique quantique rencontre l'intelligence artificielle, c'est une chose, et quand l'intelligence artificielle rencontre la mécanique, c'est une autre chose. Nous allons voir aujourd'hui juste un aspect, c'est l'aspect où la mécanique quantique rencontre l'intelligence artificielle, et non pas l'intelligence artificielle qui rencontre la mécanique. Ça, c'est une autre histoire, on le verra peut-être un autre jour. Mais aujourd'hui, que veut dire la mécanique quantique qui rencontre l'intelligence artificielle? Pourquoi? Pourquoi vouloir faire ce mariage entre la mécanique quantique et l'intelligence artificielle? Parce que l'humanité a besoin de solutions. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à d'énormes problèmes. Les problèmes de la pollution, les problèmes des grandes catastrophes naturelles, les séismes, les inondations, la famine, la pauvreté, les maladies. Et donc tous ces phénomènes, pourquoi? Parce que c'est vrai que la démocratie est galopante, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de population, il faut la renourrir, il faut la soigner, et donc il y a l'émergence de beaucoup de fléaux que l'homme ne peut pas contrôler, mais la science n'arrive pas à trouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre dans les mêmes conditions. Parce que quel est le but ultime de la science, en fait? Le but ultime de la science, c'est d'abord d'apporter le confort à l'humanité. Le confort à l'humanité, c'est-à-dire que la science a pour but principalement que tout le monde puisse vivre de la même façon. À un moment donné, le téléviseur était un luxe. Mais aujourd'hui, le téléviseur est quelque chose qui est tout à fait banal. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce confort puisse être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les riches qui peuvent accéder à ce confort, mais que tout le monde puisse accéder à ce confort. Et le troisième point, c'est que ce confort ne puisse pas avoir des risques. Le risque. Parce que parfois, en augmentant le confort, en améliorant les choses, nous détruisons d'autres choses. Et donc, le confort, il faut aussi qu'il n'a pas de risque. Donc, le but ultime de la science, c'est en fait ça. Porter le confort accessible à tout le monde, et le confort qui ne comporte pas de risque. Et donc, comment faut-il pour trouver ça? Donc, il faut trouver des solutions. Pour nous, dans le domaine des sciences des matériaux, c'est de trouver des matériaux qui puissent répondre à ces besoins. Des matériaux qui puissent répondre à ces besoins, c'est justement le but ultime de ce mariage que nous voulons faire entre la mécanique quantique et l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ceci, c'est parce que l'intelligence
La connaissance, le savoir, tout ceci est le fruit de l'intelligence humaine. C'est l'intelligence humaine qui a apporté que la science évolue, que nous puissions trouver des solutions à des problèmes. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est d'abord apprendre. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. On ne peut pas être né en étant intelligent au départ et savoir tout. La connaissance, on l'acquit à fur et à mesure. Donc, mais notre intelligence, c'est normal qu'elle nous permet d'apprendre mieux ou d'apprendre plus rapidement que les autres. Donc, la première des choses, c'est cette capacité d'apprendre. L'intelligence, c'est cette capacité d'apprendre. Deuxièmement, la capacité de comprendre. Et ensuite, la capacité de s'adapter. Donc, trois choses essentielles dans l'intelligence humaine. C'est l'apprentissage, la compréhension et l'adaptabilité. D'accord ? Et donc, tout ceci posera problème par la suite. Chacun va pouvoir définir c'est quoi l'apprentissage, c'est quoi la compréhension et qu'est-ce que c'est que la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en panne de connaissances. Et quand on est en panne de connaissances, on trouve un palliatif, il faut innover. C'est l'innovation qui prend le dessus sur la connaissance. Parce que l'innovation, c'est juste mettre en valeur, au service, la connaissance qu'on a déjà acquise. L'innovation, elle n'apporte rien de nouveau dans la connaissance. L'innovation, c'est justement l'utilisation de cette connaissance pour faire autre chose et pour faire un savoir-faire. Et donc aujourd'hui, tout le monde parle d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'on est en panne de connaissances. La connaissance n'évolue plus. Et donc, on cherche tout le monde veut faire de l'innovation parce qu'il ne trouve rien à faire. Et donc, pas de pouvoir développer de la connaissance. Et donc, tout le monde se retourne sur quelque chose de plus facile, de plus accessible à tout le monde, qui est l'innovation. Mais là, ce n'est pas le but pour nous de parler de l'innovation aujourd'hui. Parce que pourquoi ? Parce que la connaissance est liée à l'homme. Et l'homme, et pour apprendre, pour comprendre, pour s'adapter, a besoin de ses sens. Ces sens sont importants parce que la réalité qu'il observe dépend essentiellement de ses sens, de sa perception des choses. La perception des choses, c'est un processus interne. Chacun perçoit les choses différemment. Et donc, si chacun perçoit les choses différemment, chacun est doté d'une intelligence qui lui permettra de percevoir les choses différemment. Et donc, ces sens, ce sont quoi? Sa vision, d'accord? Son audition, d'accord? Ses sensations. Donc, c'est ces capteurs qui sont en lui. C'est des capteurs. Donc, un homme est une machine dotée de capteurs qui lui permettent d'être dans un environnement et de se retrouver dans son environnement et d'apprécier cet environnement. Donc, toute l'intelligence est essentiellement l'esprit et les moyens, les outils qui lui permettent, d'accord, de pouvoir appréhender les choses qui sont ces capteurs. Voilà, c'est juste pour vous situer, parce qu'on va parler tout à l'heure de l'intelligence artificielle, pour vous comparer c'est quoi l'intelligence naturelle à l'intelligence artificielle. Alors, pour résoudre un problème, il faut d'abord se positionner par rapport à un problème. Et généralement, quand on a un effet, quand on a une maladie, on cherche la cause de cette maladie. À tout phénomène qu'on cherche, à tout phénomène qu'on veut comprendre, on essaie de trouver la cause à ce phénomène. Si aujourd'hui il y a le Covid, quelle est la cause de ce Covid? Si on ne trouve pas la cause, il est impossible d'identifier l'effet. C'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Le principe de causalité est important. Et c'est pour ça que vous avez entendu dire que quand il y a eu le Covid, on cherche à trouver le premier patient atteint du Covid. Parce que le premier patient atteint du Covid nous permettra d'identifier la première cause qui a fait qu'il y a ceci, qui a eu cet effet. Donc la causalité est importante dans un processus. Tout processus, tout problème qui se pose, d'accord, le problème est un effet à une chose qui s'est passée. Et donc si on ne trouve pas la cause qui a induit cet effet, il est impossible de trouver des solutions à notre problème. Et donc c'est un problème de causalité. Alors l'homme n'ayant pas trouvé de causalité,
n'ayant pas être capable de pouvoir identifier les causes, il remplace la causalité par la corrélation. La corrélation. C'est-à-dire, c'est quoi la corrélation? Gaël, par exemple, pour le Covid, si vous mettez le masque, vous avez moins de chances d'avoir, plus de chances de ne pas attraper le Covid. Si vous aérez l'air, vous avez moins de chances de faire. Ce sont des corrélations, mais rien n'a été prouvé. L'exemple, par exemple, on nous a dit que le Covid se transmettait par les mains. Donc il fallait à chaque fois se laver les mains avec un gel hydroalcoolique. Et à la fin, on découvre que c'est pas. Le virus ne se transmet pas par les surfaces. Le virus ne se transmet que par l'air. Donc on a passé des années à même faire. On a eu d'autres maladies qui sont des maladies de la peau. D'accord? Parce que ce sont des corrélations. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Sigone. L'effet Sigone, Coluche a dit il y a plus de probabilité de mourir à l'hôpital que de mourir chez soi. Donc, quand on fait les statistiques, on trouve qu'il y a plus de morts à l'hôpital qu'à la maison. Mais c'est pas tellement normal. Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous êtes déjà malade. Mais quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas malade. Donc, vous avez plus de chances de mourir à l'hôpital parce que vous êtes déjà malade. Et donc, ça, c'est un effet Sigone. C'est qui m'a gagné quand il boulot qui chez le père, je te dis, il va y avoir beaucoup plus de naissances de garçons cette année-là. C'est des corrélations. C'est des corrélations et non pas des causalités. Donc tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans la science, tout ce que fait la science aujourd'hui, fait des corrélations. Et la corrélation n'est pas un moyen de prédiction. Il n'y a que la causalité qui permet de faire des prédictions et aide à aller au-delà du présent et prévenir et prédire le futur. Et prédire qu'est-ce qui se passe. La corrélation, c'est juste une étude statistique, c'est probabiliste. La causalité est déterministe. Le déterminisme de la causalité. Et la corrélation, c'est quelque chose de statistique. D'accord? C'est des statistiques qu'on fait. Et à partir de ces statistiques, on dit il se pourrait qu'il y aurait ceci. D'accord? Donc il y a toujours une probabilité dans l'effet que nous allons rencontrer. Donc c'est pour ça que je dis la corrélation n'implique pas la causalité, mais la causalité implique la corrélation. Parce qu'elle peut trouver toutes les variables qui induisent le phénomène que vous allez voir. Donc ceci a permis à la science d'évoluer. La science a évolué par rapport à des paradigmes. C'est quoi un paradigme dans la science? Le paradigme dans la science, c'est la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon d'appréhender la science. Comment faire de la science? Comment faire de la science? La première des choses que l'homme a commencé à faire, c'est d'observer. L'observation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'observation à partir de ses sens, de ses capteurs. Et à partir de son intelligence, il a commencé à déduire les choses, à comprendre les phénomènes naturels, à comprendre les choses comment ils se passent. Et à partir de cette observation, c'est tout ce que nous appelons les sciences expérimentales. La première chose qui s'est développée, ce sont les sciences expérimentales. Parce que l'observation est l'outil essentiel dans les sciences expérimentales. Et puis ensuite, l'homme a dit tout ce que je vois dans cette nature, est-ce que je peux le matérialiser par des lois, par des outils mathématiques? Est-ce que je peux introduire des mathématiques dans ce que je suis en train d'observer? C'est-à-dire introduire un être mathématique. Introduire un être mathématique, c'est ce que j'appelle en mathématiques un système formel. Est-ce que toutes ces observations que je fais, je peux les transformer en un système formel? Et un système formel en mathématiques est composé de trois choses: de symboles, d'actions et de règles de dérivation. Toute théorie, toute loi mathématique est basée sur ces trois choses: des symboles, des actions et des règles de dérivation. Je vais prendre par exemple loi de Newton.
théorème de Newton, première loi de Newton, F égale m gamma. Les symboles de cette théorie, c'est F, c'est m, c'est gamma, c'est la vitesse, c'est l'accélération. F égale m gamma est un axiome de la mécanique classique. Qu'est-ce que ça veut dire un axiome? C'est une déclaration que j'admets vraie, mais que je ne peux pas démontrer, que je peux vérifier expérimentalement, mais que je ne peux pas démontrer. Est-ce que vous pouvez démontrer que F est un gamma? Vous le vérifiez dans le TP, vous le vérifiez expérimentalement, mais vous ne pouvez pas le démontrer. Et puis il y a les règles de dérivation. Ça veut dire qu'à partir de F égale m gamma, je peux trouver toute autre chose, la vitesse, la position. Et dans la théorie de la mécanique classique, les règles de dérivation, c'est la différenciation, c'est les dérivés, c'est les intégrales. Donc toute théorie, quand elle est mise en place, elle est en place sur la base de ces trois choses-là. Vous allez retrouver dans toutes les théories, on utilise des symboles, on utilise des actions, comme par exemple la théorie de l'électromagnétisme. Les actions de la théorie de l'électromagnétisme sont les quatre équations de Maxwell. Ce sont des actions. Je ne peux pas les démontrer, mais je les vérifie. Donc voilà, donc là on va commencer à comprendre ceci. Parce que pourquoi? Parce que grâce à une grande mathématicienne qui s'appelle Émilie Noether, grande mathématicienne, qui a dit que derrière chaque symétrie des lois de la nature, derrière chaque symétrie des lois de la nature, il existe la conservation d'une grandeur physique. Il existe la conservation d'une grandeur physique. Donc, et ça a donné, comme l'a dit Einstein, Émile Noether est l'une des plus extraordinaires mathématiciennes de ce XXe siècle. Parce qu'elle a permis à ce que toutes les théories se mettent en place, et essentiellement la théorie de la relativité générale. Et donc, vous savez tous qu'il y a trois grandeurs qui se conservent dans cet univers, qui est l'énergie, la quantité de mouvement, et le moment. Voilà. Donc ça, on a passé à ce que la science évolue par la science expérimentale, l'observation, et à cela, on a ajouté la théorie et la théorisation de tous ces phénomènes. Et puis, ensuite, l'ordinateur est venu pour faciliter les choses. Et on a commencé comment utiliser l'ordinateur. Et on est passé des lois aux théories, aux modèles. Les lois sont universelles. La loi de gravitation est universelle, elle n'évolue pas. Mais une théorie est évolutive dans le temps. Une loi est universelle. La loi de gravitation est universelle. On utilise n'importe où. C'est produit de temps, de l'espace. Mais les lois sont évolutives. Les théories sont évolutives. Elles ne s'appliquent qu'à des conditions particulières. La mécanique classique ne s'applique que dans le macro. Pour pas aller dans le micro, il faut aller à la mécanique quantique. Et ainsi de suite. Donc, la relativité est la même chose. Elle ne s'applique que dans certaines conditions. Donc, les théories évoluent dans le temps. Les lois n'évoluent pas, mais les théories évoluent dans le temps. Et ensuite, dans une théorie, il y a des cas particuliers. Et dans ces cas particuliers, il faut trouver autre chose, un modèle. Un modèle, et un modèle, comme j'ai dit, dans une théorie, nous avons des symboles qui mettent en place ce que j'appelle ces actions. Mais dans les modèles, je paramétrise. Le nombre de paramètres devient important. Et les paramètres, je les ajuste par rapport à les grandeurs expérimentales. Et pour les ajuster, j'ai besoin d'ordinateur. Et donc, c'est le computationnel. Donc, l'homme a commencé à modéliser des phénomènes par des équations, d'accord, et donc à introduire l'ordinateur pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions. C'est le troisième paradigme. Jusqu'à 2000, nous étions, donc à partir de 2000, nous étions dans cette phase de l'utilisation de l'ordinateur pour faire de la modélisation. Et tout le monde, j'en suis sûr, fait de la modélisation aujourd'hui. L'ordinateur est devenu un outil des plus importants pour faire de la modélisation.
l'observation, l'expérimental, la théorie et la modélisation. Alors, dans ces modèles, dans ces théories que nous mettons en place, on peut les subdiviser en deux grands aspects. C'est ce que j'appelle ces lois physiques, parce que tout est basé sur ces lois physiques. La nature, c'est des lois physiques, d'accord? Et les observations de ces observations, on peut les résoudre en deux manières. Soit par une solution ontologique. On dit solution ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire, une solution ontologique? On suppose qu'il existe un phénomène que l'on ne connaît pas et qui intervient et qui pourrait expliquer les calculs et on cherche à le mettre en évidence. Deuxièmement, c'est une solution législative. On ne trouve pas de phénomène non connu qui explique les calculs et on déduit qu'il faut donc changer les lois et donc appliquer notre formule. Comme j'ai dit, les théories, soit on a une théorie et on a un nouveau phénomène et on essaie d'appliquer cette théorie à ce phénomène et on l'étend, d'accord? Soit ce phénomène, on n'arrive pas à l'expliquer et on est obligé de créer autre chose. Donc c'est ce que j'appelle l'ontologique, ou bien je légifère et je dis, voilà, c'est une nouvelle loi, c'est une nouvelle théorie, c'est comme dans une assemblée, on légifère, on introduit de nouvelles lois, d'accord? Ou, dans la première, on a la même loi, mais on l'étend, cette loi, à d'autres situations. Donc toutes les théories sont ainsi faites. Alors, comme j'ai dit, pourquoi? Donc ça, j'ai parlé d'un point de vue général. Mais nous, ce qui nous intéresse, nous sommes dans les sciences des matériaux, les matériaux eux-mêmes. Et quand on crée un matériau, ou quand on découvre un matériau dans un laboratoire, vous êtes des chercheurs, vous découvrez un matériau dans un laboratoire, un médicament dans un laboratoire de recherche, pour qu'il puisse passer de la phase découverte dans un laboratoire à la phase de commercialisation, 18 ans au minimum. 18 ans. Pour qu'un produit découvert dans un laboratoire pharmaceutique ou découvert dans un laboratoire de recherche dans les sciences des matériaux, pour qu'il soit commercialisé, il lui faut 18 ans pour passer plusieurs phases, d'accord, comme j'ai dit. Parce que comme j'ai dit, les phases, c'est quoi? Le confort et le risque. Est-ce que ce produit n'a pas de risque sur la santé de la personne? Est-ce que ce produit ou ce nouveau matériau que j'ai découvert n'a pas d'autre danger si je l'utilise dans ces conditions de service? Et donc, il faut. Et c'est pour ça que dans tous les médicaments, vous avez des contre-indications, parce qu'on les a découverts à fur et à mesure, d'accord, de l'exploitation de ce médicament. Et donc, l'humanité n'a pas besoin d'attendre 18 ans. Et vous l'avez vu dans le Covid, il fallait trouver un vaccin plus rapidement, alors que normalement, pour le trouver, il nous fallait au moins 18 ans. Et donc, c'est pour ça que le risque est augmenté, parce qu'à fur et à mesure, on découvre des contre-indications. Ce vaccin induit ça, il induit ça, il induit ça, il induit ça. C'est que des corrélations. Il n'y a aucune causalité, mais c'est des corrélations. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour sauver l'humanité? Il faut rétrécir ce temps. L'humanité ne peut pas attendre. Et si l'humanité ne peut pas attendre, il faut la sauver. Il faut trouver des solutions le plus rapidement possible. Et trouver des solutions le plus rapidement possible, il faut passer à autre chose. Il faut faire la science autrement. Il ne faut plus le premier paradigme, il ne faut plus le deuxième paradigme, il ne faut plus le troisième paradigme, il faut trouver un quatrième paradigme. Il faut trouver une nouvelle façon de réfléchir et de penser la science. Une nouvelle façon de réfléchir et penser la science, d'accord? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui est basé sur l'expérience. Et l'expérience, c'est ça qui retarde le développement de la connaissance. Alors, nous, pour les sciences des matériaux, comme pour les humains, ce sont les gènes qui différencient chaque être humain par rapport à un autre, d'accord? Mais pour nous, dans les sciences des matériaux, qu'est-ce qui différencie les matériaux?
Ce sont ces éléments de base qui sont les éléments du tableau périodique de Mendeleïev. Chaque élément de ce tableau périodique de Mendeleïev a ses propres propriétés, ses propres caractéristiques. Donc je pourrais dire que le tableau périodique de Mendeleïev, c'est le gène des matériaux. Comme pour l'humain, nous avons les gènes de l'humain. Alors, pourquoi j'ai dit ceci? Donc maintenant, je suis dans le monde des sciences des matériaux. Notre connaissance est réelle et limitée. Si je prends le tableau périodique de Mendeleïev, et si je commence à faire des binaires, deux éléments ensemble, et stoichiométriques, je ne parle pas de non-stoichiométrie, c'est-à-dire 0,2, 0,8, 0,3, donc une stoichiométrie variable. Une stoichiométrie plus naturelle, deux éléments à 50-50%. D'accord? Alors, nous avons 118 éléments, nous les connaissons tous. D'accord? Peut-être qu'il y aura d'autres éléments qu'on n'a pas encore découverts. À peu près les binaires, l'homme a à peu près, je dirais, appréhendé quelques 4000 binaires qu'il connaît leurs propriétés. Donc la connaissance des binaires du tableau périodique, elle est inférieure à 70%. C'est pas mal déjà. Mais si je passe au ternaire, si je mélange trois éléments du tableau périodique de Mendeleïev, d'accord, notre connaissance ne dépasse pas 5% de ce qui pourrait être. Alors si je passe à 4 éléments, c'est encore moins. Et un bon matériau, c'est au moins 6-7 éléments qui le composent. Un acier, c'est au moins 8 éléments pour faire un acier. D'accord? Donc vous voyez que si je cherche que de l'acier, ma connaissance de tous les aciers qui puissent exister, nous connaissons peut-être le 1 milliardième de ce qui peut exister comme acier aujourd'hui. Donc notre connaissance est vraiment limitée. Alors comment augmenter la vitesse de pouvoir découvrir d'autres éléments? En disant, n'utilisant ni expérience, ni théorie, n'utilisant ni loi, ni théorie, ni expérience. C'est-à-dire que je rentre dans un nouveau paradigme, faire de la science complètement différemment de ce que l'on faisait auparavant. Et c'est ce que je dis, le quatrième paradigme. Le quatrième paradigme, c'est ce que j'appelle Big Data Driven Science. La science axée sur la donnée. La science axée sur les données massives. Donc ce quatrième paradigme aujourd'hui, c'est faire de la science axée sur l'analyse des données massives. Les données massives. Pourquoi? Tout ce qui nous entoure, c'est de l'information. L'information. Tout ce monde est basé sur l'information. Celui qui détient l'information, celui qui manipule l'information, manipule le monde. Et donc, tout est information. Et toute information, c'est une donnée. D'accord? Et donc, la donnée, elle est massive aujourd'hui. Vous voyez la quantité de données qui se fait, le nombre d'emails qui se transmettent, le nombre de consultations de Facebook, le nombre de consultations de Google, le nombre de données qui sont sur Google, c'est imaginaire. Est-ce un être humain peut manipuler tout ça tout seul? Alors, j'ai dit donc qu'il fallait réfléchir à un quatrième paradigme, à faire de la science différemment. Et à faire la science différemment, en 2006, avec des prix Nobel, ici à Oran, on a réfléchi et on a dit il faut peut-être changer de paradigme et changer les choses. Et c'est ce que nous avons mis en place à partir de là. C'est comment passer du génome humain au génome des matériaux. Quelle est la corrélation, je dis bien corrélation, mais pas causalité, entre le génome humain et le génome des matériaux. Et donc, la première chose, on a mis en place une plateforme qu'on a appelée le COSMIC, d'accord, ce qu'on appelle une plateforme collaborative. Une plateforme collaborative où chacun qui veut faire partie de cette collaboration doit mettre ses données dans cette plateforme. C'est là le partage de l'information. Pourquoi le partage de l'information? Parce que qu'est-ce qu'on a retrouvé, qu'est-ce qu'on a découvert? Que l'homme, que le chercheur, le scientifique,
quand il fait de la recherche, il la publie dans une revue, d'accord? Il la publie gratuitement. Il la donne à cette maison d'édition gratuitement. Mais maison d'édition, elle ne divulgue pas l'information gratuitement. Il faut s'abonner, il faut acheter de l'information. Comment nous, chercheurs, qui développons de la connaissance et du savoir gratuitement, il y a d'autres personnes tierces qui vont venir et qui vont vendre notre information et notre connaissance à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'elle est l'autre? Donc, la solution, c'est parce que une plateforme collaborative, c'est donner la chance à chacun d'accéder à l'information gratuitement. Les pays riches peuvent accéder à l'information parce qu'ils peuvent s'abonner à des revues pour pouvoir avoir l'information. Mais les pays pauvres, ils ne peuvent pas s'abonner à l'information. Peut-être que dans ces pays pauvres, il y a des génies. Il y a une intelligence élevée qui peut résoudre les problèmes. Mais si on ne leur met pas à leur disposition la connaissance et le savoir, ils ne pourront rien faire. Et donc cette plateforme collaborative a pour rôle de partager la connaissance. Vous donnez, vous déposez quelque chose, vous pouvez prendre quelque chose. D'accord? Et donc cette plateforme collaborative, plusieurs faits. Et donc par la suite, comme j'ai dit, bon, je l'ai dit déjà, alors la première réussite pour nous, le premier triomphe pour nous, c'est que Obama, en 2011, d'accord, dans son discours à Carnegie Mellon, l'université de Carnegie Mellon, déclare que l'avenir des États-Unis est le génome des matériaux. Et donc il lance l'initiative du génome des matériaux, d'accord, en 2011. Donc pour eux, comment peut-on justement accélérer la découverte de nouveaux matériaux, d'accord, pour le bien-être d'abord des États-Unis et ensuite de l'humanité plus tard. Et donc ça, c'est son discours inaugural à l'université de Carnegie en 2011 pour montrer que le génome, c'est la solution pour le problème. Alors, je ne rentre pas dans ceci. Et ensuite, l'Union européenne emboîte le pas en 2014, d'accord, et crée donc, elle aussi, une initiative, d'accord, elle appelait ça pour l'innovation, et donc c'est la même chose donc pour le comparatif aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le génome des matériaux? Donc, c'est une nouvelle façon de faire la science, d'accord, basée sur la découverte des matériaux, axée sur les données massives. Voilà. Alors, on va faire un exemple ensemble. Nous avons le tableau de périodique de Mendeleïev, d'accord? Je vais être très succincte, d'accord? Et nous avons des matériaux, d'accord? Vous pouvez faire, donc, vous voulez faire des binaires, vous voulez faire des ternaires, vous voulez faire des quaternaires, ou vous voulez faire des multinaires par la suite à partir des tableaux menus de Mendeleïev. Et donc, vous avez, regardez ici, vous avez deux lignes. Ce que nous appelons la ligne de conception, d'accord? D'accord? Et vous avez ce qu'on appelle une ligne de résolution, et vous avez une ligne de production, d'accord? Vous allez dans un sens, ou vous allez dans un autre sens, vous avez ceci. Parce qu'en fait, un matériau est identifié par des propriétés. Mais les propriétés, d'accord, pourquoi, une fois qu'on a identifié des propriétés, on cherche une fonctionnalité. Quelle fonction peut-on avoir avec ces propriétés? Donc tout matériau, c'est toujours cette relation entre propriété et fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est-à-dire la fonctionnalité, est-ce que ce matériau, si je le mets dans ces conditions d'environnement, il va répondre de la même façon que des conditions que j'ai choisies moi-même, d'accord? Et ça, c'est aller dans ce que j'appelle la ligne de production. Alors, si je vais dans la ligne de résolution, d'accord, ou de conception. D'abord, je ne fais pas un matériau pour faire un matériau. C'est ça ce qu'il faut faire au départ. Au départ, ce n'est pas je vais faire une recherche pour faire de la recherche. Mais je vais faire de la recherche pour un besoin. Un needs, pour un besoin. S'il n'y a pas de besoin, pourquoi je vais chercher à découvrir un nouveau matériau? Donc toujours, dans votre recherche, la première des choses, c'est la motivation, le choix. Pourquoi vous voulez faire ceci?
Et le choix dépend du besoin. Donc d'abord le besoin. Et comme je dis, le besoin pour répondre à quoi? À une fonction et non pas à une propriété. À une fonction, d'accord? Et une fois que vous avez la fonction, par exemple, la fonction, c'est la fonction, c'est que je vais l'utiliser, par exemple, dans une industrie du pétrole et du gaz. Et dans l'industrie du pétrole et du gaz, il y a de la corrosion de mes matériaux, d'accord? Donc c'est cette fonctionnalité que je cherche. Mais comme j'ai dit, la fonctionnalité va dépendre de quel type de matériau, de ses propriétés, d'accord? Quelles sont les propriétés que je cherche, d'accord? Si je cherche par exemple un matériau, je vais l'utiliser comme un outil de coupe, d'accord, pour percer des tunnels, donc je vais chercher un matériau qui va être utilisé pour percer des tunnels, c'est ça la fonctionnalité, mais il faut qu'il soit ses propriétés, c'est l'ultra-dureté, d'accord, de ce matériau, et sa ductilité, sa dureté, ça peut être ce que j'appelle moi la ténacité, etc. Donc, ça c'est des propriétés. Et ensuite, à partir de ces propriétés, qu'est-ce que je cherche? Si je prends un matériau, je prends le fer par exemple, le fer peut avoir plusieurs types de structures. Il peut cristalliser dans une structure cubique, simple, dans une cubique face centrée, d'accord, dans une cubique centrée, etc. Donc ça veut dire que je vais choisir une structure. Donc chaque matériau est défini par une structure, d'accord? Une structure, soit une microstructure, s'il y a plusieurs matériaux, d'accord? Soit par une structure, d'accord, cristalline, que je définis comme élément de base. Et dans cette structure cristalline, d'accord, c'est des atomes que je vais placer dans cette structure cristalline. Donc je vais aux atomes, aux constituants de ceci. Ça, c'est ce que j'appelle la ligne de résolution. Et ensuite, la ligne de production, c'est le sens inverse. Je prends des atomes, j'imagine des structures. À partir de cette imagination de structure, hein, d'accord, je cherche à partir de ces structures quelles sont les propriétés que j'obtiens, et ensuite, à partir de ces propriétés, quelles sont les fonctionnalités, et ensuite, une fois que je fais les fonctionnalités, quelle est l'utilisation, d'accord, de ce matériau. Donc, vous voyez, vous avez deux lignes. Vous pouvez aller dans ce sens-là, à partir du besoin, ou bien faire ce que beaucoup de gens font, d'accord. Ils font des jeux, d'accord, de choisir des matériaux, des éléments de base et faire des structures exotiques, imaginaires et voir ce que ça peut donner, d'accord, ce qu'on appelle trial and error, hein, d'accord, des essais avec des erreurs. Alors, dans cette première partie que vous voyez, propriété, structure, atome, quand je vais changer, d'accord, qu'est-ce que je veux voir? Je vais chercher, est-ce qu'il y a des régularités? Est-ce que je vais avoir des corrélations? Est-ce qu'il y a des corrélations entre atomes, structure, propriété? Est-ce qu'en changeant une variable, qu'est-ce qu'il y aurait comme effet en changeant cette variable-là? D'accord? En changeant un atome, quelles sont les propriétés que je vais avoir? Et donc je cherche des régularités, je cherche des corrélations dans cette ligne, dans cette partie-là. Et donc, nous avons plusieurs voies de faire ceci. Nous avons ici, c'est pour ça que je dis, nous allons voir par la suite, d'accord, l'approche axée sur la donnée, l'approche axée sur la modélisation et l'approche axée sur la conjugaison de la donnée avec la modélisation. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, d'accord, dans tout ceci, parce que je sais que ça va, ce n'est pas le but de vous faire le cours, de faire la façon de faire, mais si vous êtes intéressé, un jour on pourra reprendre ça plus en détail, d'accord, parce que ça nécessite de la compréhension et ça nécessite une méthodologie pour arriver à faire ce que j'appelle de façon générale du data mining, d'accord. Alors, tout ceci, c'est bon, data driving, donc vous savez, donc, quand vous allez faire ceci, vous allez avoir des données, des graphes, etc. Et à partir de ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse, d'accord? Mais ensuite, donc, quand vous avez ces données-là, la première chose à faire, parce que quand vous allez faire, parce que quand je dis ceci,
ces changements que vous faites en changeant des atomes, hein, en changeant des structures, pour obtenir des propriétés, ce n'est pas un. C'est faire des millions en une seconde. Est-ce que en une seconde, vous pouvez changer 1 million de fois des constituants, 1 million de fois de structures, pour obtenir 1 million de fois de propriétés différentes? Impossible. Si vous n'utilisez pas des techniques, si vous n'utilisez pas des approches, si vous n'utilisez pas une méthodologie, c'est quasiment impossible. Et c'est ça le but du quatrième paradigme. Comment on peut arriver à faire ceci? Est-ce que l'être humain tout seul peut arriver, d'accord, à manipuler des millions de données, des millions de structures, des millions de compositions pour arriver à des millions de solutions? Impossible, si nous ne pouvons pas faire. Et c'est là où tout ce qui va se faire, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que des corrélations. Des corrélations. Il n'y a aucun déterminisme. Tout ce que nous faisons, c'est des statistiques. Donc tout ce que nous allons trouver, il y a un taux de probabilité que c'est comme ça que ça va se passer dans la réalité. D'accord? Donc c'est ça le but. D'accord? Et donc, comme j'ai dit, ça veut dire que vous avez besoin, ici, vous faites tous ces modèles que vous allez faire pour résoudre, parce que comment vous allez faire? Vous allez prendre une composition, d'accord? Une composition des atomes. Ensuite, vous allez choisir une structure, d'accord, avec ces éléments de base. Mais pour trouver les propriétés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre l'équation de Schrödinger. Il faut faire du calcul, essentiel dans du calcul ab initio. Parce qu'un calcul ab initio, vous n'avez pas besoin de données expérimentales. Juste à partir des atomes et de la configuration, vous générez des propriétés. Donc, en faisant de la mécanique quantique, c'est pour ça que j'ai dit model driving approach, c'est-à-dire l'approche basée sur le modèle. Et le modèle, c'est des modèles quantiques. Le modèle quantique, c'est l'approche quantique que vous allez utiliser pour résoudre ce problème, pour résoudre l'équation de Schrödinger. Parce que résoudre l'équation de Schrödinger, c'est l'équation la plus exacte au monde, mais la plus approximative à résoudre. Il ne faut jamais oublier que l'équation de Schrödinger, c'est l'équation la plus précise et la plus exacte au monde, mais dont la résolution est la plus approximative au monde. Il y a deux différences. C'est l'équation la plus juste au monde, mais dont la résolution de cette équation est la plus approximative au monde. D'accord? Donc, vous allez résoudre cette équation de Schrödinger pour une structure donnée, pour des éléments donnés. Et là, pour faire, comme j'ai dit, 1 million de compositions, il vous faut une machine qui puisse faire 1 million de structures en une seconde. D'accord? Donc, vous avez besoin de grosses machines, d'accord? Des calculateurs hyper performants, d'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle l'informatique, c'est-à-dire vous allez allier la mécanique quantique avec de l'informatique. Donc, vous allez utiliser l'outil, d'accord? Mais vous avez trouvé, ça vous l'avez fait, d'accord? Et ensuite, vous avez des propriétés. Composition, structure, propriété. Parfait, d'accord? Mais maintenant, vous ne voulez plus refaire ça. Vous voulez, à partir des données que vous avez générées, d'accord? Vous allez découvrir des corrélations, et à partir de ces corrélations, prédire. Sans faire de calcul, refaire l'équation de Schrödinger, sans avoir d'autres choses. Vous changez une structure, vous changez des éléments, et sans faire de calcul, vous savez ce que ça va vous donner comme propriété. Et c'est là le rôle, pas de l'ordinateur, mais des algorithmes que vous allez utiliser, de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous allez être capable, ce n'est pas vous qui allez résoudre, mais c'est une intelligence artificielle qui va résoudre. Ce n'est plus vous qui allez analyser, ce n'est plus vous qui allez faire tout ce travail,
mais c'est la machine qui le fait automatiquement à votre place. Mais pour que la machine puisse le faire, il faut que la machine réfléchisse comme vous. Pour que la machine réfléchisse comme vous, il faut que la machine soit dotée de la même intelligence que vous. Pour que la machine puisse être dotée de la même intelligence que vous, il faut qu'elle apprenne l'apprentissage. C'est ce que j'appelle en informatique le machine learning. Première étape du machine learning. Ça veut dire que la machine va comprendre la même symbolique que vous allez utiliser. Elle va comprendre la symbolique que vous allez utiliser. Ensuite, elle doit comprendre, elle doit apprendre. Ensuite, elle doit comprendre. Je vais au deep learning. J'utilise en informatique ce que j'appelle le deep learning. Et une fois que j'ai appris le deep learning, d'accord, donc ça veut dire que ma machine maintenant, elle sait apprendre, elle a appris tout ce que je sais. Elle a appris c'est quoi les atomes, elle a appris c'est quoi les structures, elle a appris c'est quoi les propriétés, elle a appris à résoudre l'équation de Schrödinger, elle a appris les corrélations qu'il y a entre tous les paramètres là, d'accord. Elle va sortir des modèles et donc elle va avoir, par la suite, voilà, une fonctionnalité, une fonction avec des millions de paramètres. Si je change un paramètre, automatiquement elle me donne la fonctionnalité, chose que je ne pourrais jamais faire moi avec la machine. Donc plus la machine va être intelligente, et plus elle va vous donner un résultat le plus exact possible. D'accord? Donc et là, je dois introduire tous les outils de l'intelligence artificielle, d'accord? Et on a plus, donc je ne fais plus au-delà du deep learning parce qu'il y en a, on est allé plus loin maintenant, à pouvoir découvrir, pouvoir arriver à une situation de faire. Et aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple plus frappant cette année, où le prix d'Irak, la médaille de Dirac, a été donné à un Américain qui s'appelle CDR, qui, par cette approche quantum mechanics, intelligence artificielle, l'approche que nous avons, vient de découvrir de nouvelles batteries, d'accord, au stockage élevé, d'accord, avec et une durée d'utilisation la plus importante qui peut durer des jours et des jours, d'accord. Et il l'a découvert par intelligence artificielle couplée à la mécanique quantique. Et ensuite, parce qu'il y a une phase, comme j'ai dit, de vérification expérimentale, si ce que j'ai trouvé l'ordinateur est vraiment juste, eh bien, quand on est passé à la phase du laboratoire pour fabriquer cette batterie, eh bien, c'était la bonne recette et le bon résultat. Donc aujourd'hui, vous allez aller, amusez-vous, allez sur Google ou sur n'importe quelle maison d'édition, et vous allez voir que 70% des publications aujourd'hui, c'est cette approche. C'est plus de la modélisation tout simple. Faire maintenant un calcul ab initio, on le donne aux élèves de la première année, deuxième année de licence dans les CPI développés. Résoudre l'équation de Schrödinger et faire du calcul ab initio, comme on le fait beaucoup ici en Algérie, d'accord? Ça, ils le font les étudiants en première et deuxième année. Hein? La recherche, c'est des choses où l'intelligence va développer. Et donc là, c'est là où justement on passe à une deuxième chose, d'accord? Bon, je ne rentre pas dans comment on va le faire, d'accord? À une deuxième phase, c'est l'intelligence artificielle qui va à la rencontre de la mécanique quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pour qu'une machine puisse réfléchir comme l'homme, il faut qu'elle puisse être capable, d'accord, d'apprendre le plus rapidement possible. Deuxièmement, il faut qu'elle puisse comprendre par la suite le plus rapidement possible. Qu'elle puisse s'adapter le plus rapidement possible. Et qu'elle peut donner un résultat le plus rapidement possible. Et comme je dis, plus les capacités des ordinateurs seront importantes, plus nous nous rapprocherons de l'intelligence humaine. D'accord? Donc, et là, trouver un autre moyen que la mécanique peut nous offrir.
c'est l'ordinateur quantique. Utiliser la mécanique quantique pour créer des ordinateurs qui sont 1 million de fois plus puissants que les ordinateurs qui existent aujourd'hui. Et c'est une réalité aujourd'hui. On fabrique des ordinateurs quantiques. En Chine, on commence même à commercialiser des PC portables basés sur la mécanique quantique. Mais là, c'est une autre histoire. Nous allons le voir la prochaine fois. C'est une autre histoire. Pourquoi c'est une autre histoire? Parce que toute l'informatique que vous avez faite, vous la jetez à la poubelle. C'est une nouvelle informatique. Non pas basée sur les électrons, comme vous avez fait. Une porte, c'est oui ou non. Donc c'est un bit. On passe au qubit, c'est le spin. Ce n'est plus l'électron. C'est la physique du spin. Et c'est plus compliqué. L'algorithmique est différente. Un jour, nous ferons ça. Et je vous remercie. À la prochaine.